demanda Mozart, un sourire satisfait sur le visage. Ça fait 3 semaines que je bosse là-dessus. C'est sympa, mais on regarde quoi au juste là? Le regard du seul et unique Amadeus fut plus acéré qu'un couteau japonais. Pfff, vous connaissez pas Berserk? Dit-il sur le ton de l'insulte. Bah non, répondirent en chœur Amy Winehouse et Jimi Hendrix. Haha, les losers! Allez viens Kentaro, on s'arrache. Il y avait pas de doute. Kentaro Miura se trouvait au paradis. Il suffisait de voir les nuages qu'ils arpentaient sans tomber, la fontaine éternelle de chocolat dans laquelle plusieurs personnes pataugeaient gaiement, ou encore les petits anges qui leur tournaient autour pour leur distribuer des cœurs. Comme il était sûr de ne pas rêver, c'était soit ça, soit le prank le plus sophistiqué qui lui était donné de voir. Mais quand même, il préféra demander. « Je suis au paradis ?»« Non, t'es au McDo », répondit Mozart au tac au tac. Ils ont juste réagencé la déco, c'est leur nouvelle DA. C'est marrant, il ne l'imaginait pas comme ça, le virtuose de la musique. Évidemment que t'es au paradis banane, enchaîna Wolfgang, mais pas n'importe lequel. Il y a plusieurs paradis? Bon, mon Kenta, va falloir faire un effort, hein. C'est pas parce que t'es mort qu'il faut arrêter d'utiliser ses neurones. Je viens de te le dire qu'il y en avait plusieurs. Miura réprima un claquement de langue. Et dans lequel je suis, du coup? Mozart se retourna avant d'arquer un sourcil. Il se désigna du doigt. Mais comme son nouvel invité ne comprit pas tout de suite, il répondit. Bah le meilleur, évidemment. T'es dans le club le plus select de tous les cieux. Celui des partis trop tôt. Accepter sa mort n'avait rien de facile. Même dans le cocon tendre et chaleureux du paradis, où la tristesse et l'inquiétude n'avaient de place, les regrets, eux, demeuraient. Kentaro Miura se rembrunit un peu, laissant son regard tomber sur ses pieds nus. « Tu l'acceptes bien mieux que ce que je pensais », fit Mozart. « Vraiment ? Ouais, Molière a chialé comme une gamine pendant 3 jours, mentit Wolfgang. À son arrivée, Amadeus avait été inconsolable. Il avait fallu les attentions de tout le monde pour qu'il retrouve quelques couleurs. Je suis juste déçu de pas pouvoir achever mon œuvre, admit Kentaro. Ouais bah bienvenue au club ma petite gueule, t'as cru que tu t'étais retrouvé là par hasard? Miura voulut répondre, mais il ne trouva pas ses mots et se contenta de soupirer. Ah, arrête de faire ta pleureuse Kenta, t'es peut-être pas hyper jouasse tout de suite, mais je t'assure que c'est rien par rapport à en bas. Ils sont des millions à pleurer en ce moment. Une véritable tragédie. Tellement que Shakespeare était trop jaloux pour t'accueillir. En se concentrant un peu, Kentaro réalisa qu'il pouvait ressentir la peine de chacun de ses fans. Des larmes montèrent. Allez viens mon bon Kenta, je sais ce qui va te remonter le moral moi. On va aller écouter ce qu'il raconte ces trous-ducs. Il est des œuvres merveilleuses qui arrachent un sourire aux plus déprimés. Il est des œuvres sauvages qui n'hésitent pas à prendre des risques pour marquer. Il est des œuvres magiques qui offrent une aventure impossible à oublier. Et il est des œuvres qui deviennent encore davantage. Celles-ci impactent leur époque, redéfinissent tout un genre, avant de s'immortaliser à jamais dans le panthéon de la culture de l'humanité. Messieurs, dames, je crois qu'il est grand temps de parler de Berserk. Bien, commençons par l'indiscutable. Berserk est le manga le plus titré de l'histoire. Ok, c'est faux, j'ai menti, mais avouez que c'était ce que vous vouliez entendre. Et honnêtement, il n'est pas très loin du record. En 1988, le prototype encore un peu branlant de Berserk remporta le prix du Comic Manga School, l'un des plus grands concours internationaux, supervisé par des éditeurs influents venant tout droit de la Shueisha ou de Kadokawa. En 2001 et 2002, Berserk était l'une des œuvres recommandées par le jury de la division manga lors des 5e et 6e éditions des Japan Media Arts Festival, un événement dont le but est de faire rayonner la culture japonaise à travers le monde. Autant dire qu'il ne sélectionne pas n'importe quelle œuvre au pif. En 99, 2000 et 2001, le manga a été finaliste pour les 3e, 4e et 5e éditions du très prestigieux prix culturel Osamu Tezuka. On fait pas mieux dans le genre. Puis finalement, en 2002, Berserk a remporté le prix d'excellence de la cérémonie, juste derrière Vagabond et son Grand Prix. En 2007, il reçoit le prix du meilleur seinen à la Japan Expo Awards. En 2008, 2009 et 2013, le magazine Animeland lui décerne le Grand Prix pour le meilleur seinen classique. En 2016, Berserk s'est classé 38e sur la 17e liste du livre de l'année du magazine Da Vinci, dans le sondage manga Sosenkyo 2021 de TV Asahi, dans lequel 150 000 personnes ont voté pour leurs 100 meilleures séries de manga. Berserk s'est classé 91e. Une honte quand on sait que Kimetsu est 2e, juste derrière, oui, vous l'avez, One Piece. Mais bon, il s'agit ici d'un classement de popularité par la plèbe et non pas d'un gage de qualité remis par un jury de professionnels qui savent de quoi ils parlent.
Enfin, le manga a remporté le prix espagnol Manga Barcelona pour la catégorie Seinen en 2013 et 2021. 10 titres, 14 nominations, dont 4 pour le prix le plus uppé du monde du manga, plus de 50 millions d'exemplaires vendus, et ça m'a à peine pris 6 minutes pour en arriver là. Je suis fier d'annoncer, si certains encore en doutaient, que Berserk est un succès. Et ouais ma gueule! Gurren Saga, Conan, Ken le Survivant, Hellraiser, Terminator, Star Wars, La Rose de Versailles, Dracula, Sherlock Holmes, Dune, Heavy Metal, Le Cycle d'Alric, Les Contes des Frères Grimm, Cobra, Mad Max, Pygmalion, La Caste des Métabarons, Barbara, Robocop, Rampo, Dororo ou encore Street Fighter 2. Les inspirations de Miura sont légion. Pendant sa jeunesse, il s'est abreuvé comme un alcoolique en manque de picrate. Il regardait tout ce qu'il pouvait, que ce soit des seinen, des shonen, des shoujo, des productions hollywoodiennes ou encore des romans de fantasy et science-fiction. 4 mains ne suffiraient pas à les compter. Toutes ont eu un impact plus ou moins important sur son œuvre, qu'il soit conscient ou pas, mais on distingue quelques-unes qui sortent du lot. Gurren Saga, et oui il faut que je fasse gaffe à mon élocution quand je prononce ce titre maudit, est une série de nouvelles d'heroic fantasy écrites par la regrettée Kaoru Kurimoto, qui s'est éteinte en 2009 après 126 volumes, un record. Pour résumer vite fait, ça parle d'un gars à tête de léopard qui se réveille amnésique et part à la recherche de ses souvenirs sur divers continents. Ce qui me rappelle l'excellent Dorohedoro et son protagoniste à tête de caïman. Les premiers volumes de la saga dont on ne prononce pas le nom sont dispo en français aux éditions Fleuve Noir, et une adaptation manga a sorti 6 tomes avant d'être stoppée. Miura est tombé dedans quand il était encore jeune et fringant, et il n'a jamais arrêté de les lire. Chaque mois, c'était son petit plaisir solitaire. Il aimait tellement cette saga que c'était devenu pour lui la référence à laquelle il comparait les autres œuvres de fantasy. Hokuto no Ken. À son époque, c'est ce qui marchait. Ce monde apocalyptique où Ken presse des points précis pour te faire exploser. Je suppose qu'il fallait y penser. Forcément, pour un aspirant mangaka comme Miura, c'était une œuvre de référence. Et notre jeune Kentaro a eu la chance de travailler avec cette ancienne légende du manga. Il a réalisé les planches de Japan, un seinen de science-fiction en un volume écrit par Buronson. Peu après, Miura se retrouva face à un choix. Soit il continuait à travailler avec le monsieur sur d'autres projets, soit il se lançait en solo sur une idée qui lui trottait en tête depuis plusieurs années déjà. Et on sait tous ce qu'il a choisi de faire. Dieu merci. Go Nagai, l'auteur de Devilman, Mazinger Z ou encore Violence Jack, pour ne citer qu'elle. On retrouve l'impact de ses dessins comme l'ambiance générale et le dynamisme des planches qu'il a produites en série. Akira, pour le graphisme et notamment la chouette composition, les différents cadrages et les multiples points de vue. Miura dit s'être beaucoup entraîné dans son adolescence en regardant Akira. Mais le monsieur ne s'inspire pas seulement du divertissement. Il passe ses journées à travailler et reçoit les nouvelles du monde via la télé ou les journaux. Du coup, il prend du recul et essaye de voir le monde objectivement, de créer sa propre vision. Si jusqu'au volume 5, il écrivait des choses qu'il avait vécues au collège, rendant le début de Berserk très personnel, après il a commencé à voir plus large. Le massacre au Rwanda de 94 a par exemple influencé son œuvre, puisque peu après, il abordait la psychologie de masse dans l'arc Conviction, avec notamment Mosgus, sa tête au carré et sa foi inébranlable. Il souhaitait en parler pour tenter de comprendre. Kentaro Miura est un génie, et je ne parle pas seulement de son dessin. Il suffit de lire l'interview avec Yuji Kaku, l'auteur de Hell's Paradise, pour s'en rendre compte. Chose que cet ancien éditeur devenu mangaka révèle sans gêne. Waouh, monsieur Miura, je m'attendais à ce que vous ayez 200 de QI, mais je vois que j'étais encore très loin du compte. S'il est difficile d'énumérer toutes les inspirations de Berserk, il est impossible de compter tout ce qu'elle a inspiré. À commencer par la série des Dark Souls, qui, sans Miura, serait un jeu kawaii tout plein où un jeune apprenti magicien et son pote, la taupe lanterne, fondaient. Non attendez, je crois que je me gourde Miyazaki là. En tout cas, ça serait pas pareil. Et idem pour Vinland Saga, l'attaque des titans, Black Clover, son petit frère Black Butler, Bakano, Durarara, Blue Exorcist, Castlevania, Final Fantasy VII, Devil May Cry, Dragon's Dogma ou encore... Oui, bon bah ça va, tu te la racontes quand même un peu je trouve. Attends de voir la suite. L'obsession japonaise étant ce qu'elle est, il n'est pas surprenant qu'on se retrouve avec des dessinateurs parmi les plus talentueux de la planète. Le Japon est un vivier à prodiges unique au monde. Et au milieu de tous ces génies se distinguent toujours deux noms, Takehiko Inoue et Kentaro Miura. Le premier, on l'oublie, il ne nous intéresse pas aujourd'hui. Le second, comme les mœurs obligent, on l'ensuce. En sens, j'ai dit en sens. Bon, moi j'y connais que dalle en dessin, mais j'ai pas besoin de comprendre un broc pour réaliser la splendeur des planches de Miura. Maintenant, peut-être que vous vous demandez comment,
au juste, on devient un artiste de son niveau. La méthode est on ne peut plus simple. Il faut tout d'abord naître comme le fils d'une prof de dessin et d'un dessinateur de storyboard pour la publicité, respectivement Maman Miura et Papa Miura. Ensuite, il faut commencer à gribouiller avant de savoir parler ou marcher, le matin avant d'aller à la crèche, pendant les cours à l'école primaire, le soir en rentrant, la nuit en dormant. Et plus important encore, il ne faut absolument jamais arrêter, jamais se reposer. Si votre main saigne parfois sans raison, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Si elle vous parle, c'est que vous êtes taré. Une fois au collège, jetez tout le reste, à commencer par ces saletés de mathématiques. Il n'y a qu'une matière dans laquelle vous avez le droit de briller, les arts plastiques. Mais ça, c'est que le début, puisqu'ensuite, il convient d'aller plus loin. Ça se passe en étudiant l'anatomie, en recopiant, croquis après croquis, des dessins hyper réalistes du corps humain sous toutes ses formes, dans toutes les positions imaginables. Pour certains, c'est le travail d'une vie. Pour Miura, 6 mois suffirent. Puis, tant que vous êtes lancé, faut enchaîner avec l'architecture et les paysages. Et là, bon courage, parce qu'il y a autant de boulot qu'il y a de styles. Baos, baroque, bas jazz, barésille. Et ça, c'est clé B. On compte plus de cours en architecture que d'abonnés à cette chaîne. Et pour pouvoir les reproduire, faut déjà les connaître. Quand une fois que tout ceci est maîtrisé, que vous pouvez aussi bien dessiner les émotions humaines que le palais d'un sultan, alors vous pouvez commencer à vous amuser. Ironiquement, dessiner des monstres n'est pas un jeu d'enfant. Pour qu'ils soient difformes tout en conservant cette étincelle de crédibilité, il vaut mieux ne pas picoler. Chaque apôtre a un design sur mesure, aussi inspiré que repoussant. Plus fort encore, comme il s'agit d'hommes et de femmes transformés en monstres par leurs rêves, leur forme est une extension de celui-ci. Ainsi, la jeune fille prisonnière d'un calvaire développe des ailes, et le baron casanier devient une limace. Certains prétendent que la chose la plus difficile à dessiner sont les mains, mais pour les néophytes que je suis, c'est le mouvement. Et la gestion de Miura force le respect. Que ce soit quand les couettes de Jill volent au moment où la tueuse de dragon frôle sa tête, quand Guts fonce à travers la forêt, s'apprend en cible, son long manteau noir peinant à suivre, ou quand il tranche 5 bougres qui tournent dans les airs avec une intensité décrescendo. Mais y a pas que les dessins qui sont exceptionnels. Dans Berserk, la mise en scène est d'une qualité rare. Le mini-arc des enfants disparus avec Rosine est loin d'être le moment le plus mémorable de la saga, et pourtant, que c'est bien foutu. C'est une collection de scènes mémorables, magnifiées par des planches d'une beauté somptueuse. Les retrouvailles entre Jill, jeune fille battue, et son amie disparue Rosine, devenue reine des elfes. Moment trognon, très vite interrompu par un trouble fait obsessionnel. La lutte éternelle et sans temps mort de Guts, qui manque d'y passer 3 fois en affrontant 2 créatures nauséabondes, et relève la tête en nage, pour découvrir une vingtaine qui l'attendent. L'arrivée de Farnèse et sa troupe qui pourchasse le guerrier noir en le prenant pour le faucon des ténèbres. Chose qui, connaissant le loustic, risque de ne pas trop lui plaire. La visite du pays des elfes par Jill et Puck. Au départ attendrissant, puis très vite macabre. L'hésitation de la jeune fille entre l'enfer qu'elle connaît et un nouveau. L'immondice des cocons où les enfants kidnappés sont lentement transformés en pseudo-elfes. La sauvagerie du héros qui fout le feu au bordel avant d'en trancher un pour s'hydrater de liquide amniotique. Tant pis s'il y a des morceaux. La réaction du démon à ce qui ressemble finalement à un confrère. La manigance sadique et sauvage de Guts qui utilise Jill comme appât pour en finir avec sa proie. La mort de cette dernière après avoir réalisé grâce à Puck que les elfes existent bel et bien. Instant doux amer d'acceptation, immédiatement tranché par l'émergence du psycho de service qui n'accepte rien. Le fait que ce soit son tortionnaire de père qui sauve Jill du héros et sa haine intarissable. Et la conclusion, magnifique, poétique et tellement sombre à la fois. Sans oublier les pages de fin de chapitre, à l'image de Guts, noir, efficace, sans concession. Non mais sans rire, comment ça se fait qu'on n'ait pas encore une bonne adaptation de tout ça, hein? Y a pas un studio compétent pour s'en charger. Tout le travail est déjà parfaitement mâché. Il faut 8 Mappa? Personne? Je vous connais, les ultras de Berserk. Vous pensez que c'est le meilleur manga de tous les temps, et honnêtement, ce serait mentir que de prétendre qu'il n'est pas en lice. Mais comment le dire sans vous froisser? Vous avez une légère tendance à dénigrer tout le reste et par conséquent récolter une étiquette d'élitiste. Loin de moi l'envie de vous tailler, bien au contraire, puisque je vous dédie cette partie. Allons bon, très cher, comment ça tu es passé à côté de la culture omniprésente dans Berserk? Si c'est une plaisanterie, elle n'est pas très drôle. Comme l'a dit ce bon vieux Malraux, la culture est l'héritage de la noblesse du monde. La seule force que nous ayons en face de l'élément de la nuit. C'est précisément tout, ce qui en nous échappe à la mort. Donc rassurez-moi, vous savez que le château du baron Serpent s'inspire de l'Alcazar de Ségovie, pas vrai? L'une des forteresses les plus remarquables d'Espagne en raison de sa forme rappelant la proue d'un navire. Que le château du chapitre 11 se base sur celui de Vaux-le-Vicomte, une bâtisse construite pour le roi Soleil par tous les meilleurs artistes que son surintendant des finances ait pu réunir à l'époque. Un premier jet de qualité avant Versailles.
que la dimension parallèle des God Hand et la lithographie représentant la relativité d'Usher, œuvre mondialement connue et reprise des milliers de fois, que ce soit dans Squid Game ou Les Simpsons. Aussi artistique que scientifique, elle fascine de par son interrogation sur la gravité et, comme son nom l'indique, sur la relativité. Un terreau parfait pour diviniser davantage les God Hand lors de leur première apparition. Que l'épée de Zod est une rame Dao, une épée à deux mains traditionnelle bengale encore utilisée de nos jours. Cette lame très lourde et incurvée est conçue pour pouvoir décapiter un buffle d'un seul coup. Que le portail de la maison Vendémion s'inspire de celui du palais du Belvédère. Que le temple de Ganishka ressemble au Panthéon de Rome. Que la salle dans laquelle Guts et Serpico s'affrontent est basée sur la mosquée cathédrale de Cordoue. Ou encore l'apparition de Ubik dans le corps de l'homme arbre de l'enfer du tableau de Jérôme Bosch, le jardin des délices. Et la voilà, pour moi, la planche la plus impressionnante de tout le manga. Du moins celle qui m'a le plus marqué, celle qui l'encapsule le mieux. Dans un chapitre pivot, presque intégralement constitué de doubles pages, les God Hand apparaissent les uns après les autres sur des planches aussi magnifiques que singulières. On aperçoit d'abord Slan, allégorie de la luxure, au second plan d'une image saturée de corps nus. Conrad, en gros plan, émergeant comme il l'avait déjà fait plus tôt, de milliers de rats évoquant la peste. Puis Ubik, qu'il faut chercher sur une planche magistrale et bourrée de détails. Et nul besoin de connaître l'œuvre originale pour comprendre que celle-ci s'inspire de quelque chose, qu'elle renferme plus qu'il n'y paraît au premier coup d'œil. Avant de terminer, par souci de contraste, sur un gros plan extrême du cerveau de Void, leader des God Hand. À travers les 40 tomes, c'est l'un des moments qui m'a le plus subjugué, le plus ébloui. Rarement ai-je eu le plaisir d'enchaîner des pages aussi éminentes, aussi sublimes. Rarement ai-je vu quelqu'un étaler son immense culture de manière aussi fine. Ouais, finalement je crois que je commence à vous comprendre les ultras. Que serait un classique de la dark fantasy sans son lot de créatures immondes? Eh bah, pas un classique justement. Que les aficionados de monstres se réjouissent, car Berserk brasse tout un pan de plusieurs cultures à ce niveau-là. Surtout à partir de l'arc Falconia, où Miura s'en donne à cœur joie. Folklore écossais, gaélique, nordique, tout y passe dans un melting pot aussi féerique que fascinant. Au menu, on retrouve des incubes, ces petits blobs qui martyrisent Guts et le pauvre Puck dans leurs rêves pour se nourrir de leur peur, des trolls, sorte de Visigoths de la fantasy. Ils sont poilus, sanguinaires et répugnants. Les trolls ont une conception très personnelle de la propriété. Leur devise est « Ce qui est à toi est à moi ». Ils ne sont pas bien intelligents, même si certains manient la fourche, pas bien grands, à une ou deux exceptions près, mais ils compensent ça par la force du groupe. Ils se baladent en meute d'une cinquantaine à plusieurs centaines d'individus pour piller les villages sur lesquels ils tombent. Par chance, on peut les sentir avant même de les voir. Des ogres, et alors là, croyez-moi, en 20 ans de manga plus ou moins obscurs, j'en ai vu des dégueulasseries. Mais le design de ces ogres est cauchemardesque. Genre, sérieusement, comment tu peux imaginer une telle chose? Y a rien qui va. La longue tête difforme ambiance phallique, le trou à mi-chemin entre nez et évent de baleine, la bouche triangulaire immonde, et, comme si ça ne suffisait pas, l'auteur s'est dit « Tiens, et si je lui rajoutais des défenses ?» Le kelpie. Un cheval marin issu du folklore irlandais. Moins célèbre que le léprechaune, il fait aussi moins peur, avant d'apprendre que son petit péché mignon est de dévorer des êtres humains. Miam. Il offre un combat épique à Serpico où chacun use de son élément. Puisque la bestiole manie l'eau, en plus d'avoir une langue à rallonge, le kelpie s'avère bien plus fourbe que son cousin hippique. La saleté a par exemple l'idée de recouvrir ses proies d'une fine couche d'eau pour les noyer. Machiavélique. Des lutins des mines. Bon, eux, honnêtement, ils ne servent à rien. Les Daka. Oh, qui sont mis... Ah ben non. Si les trolls semblaient monstrueux, c'est parce qu'on n'avait pas encore eu le plaisir de découvrir les Daka. Ces démons sont créés artificiellement avec une béhérite maison, faite en véritable pot d'apôtre qu'on remplit de liquide amniotique avant d'y plonger des femmes enceintes. Sacré délire. Et sacré résultat. De vraies petites teignes qui doivent coûter cher en dentiste. Heureusement que papa est un empereur. La baleine de l'enfer. Ouais, là, je me dis que Miura doit avoir des nuits bien agitées pour songer à un truc pareil. Je sais même plus quoi dire sur cette baleine démoniaque, à part qu'on la surnomme l'ogre des mers. Et avec ces quelques exemples, je n'ai fait qu'effleurer le bestiaire de l'œuvre. Mais comme je sens que ça va prendre une plombe sinon, on va abréger. Puisqu'on compte également des hommes crocos, des hommes éléphants, des golems de terre, des bonhommes de neige, des trucs que t'as pas envie de croiser, des dragons, des gobelins, des squelettes, un cavalier sans tête, un ptérodactyle, une hydre, des licornes, des harpies, un poulet mutant, les Jotun, et bien sûr, la pire créature d'entre toutes, l'homme. Bon, je vais pas vous la faire à l'envers. J'ai jamais vraiment pigé la magie de Berserk. La première fois, j'ai lu ça en diagonale sans trop m'y attarder.
De base, c'est pas franchement comme ça que je l'aime, ma magie. Moi, je la préfère dans une casserole. Mais faut quand même reconnaître qu'elle a le mérite d'être à la fois originale et intrigante, puisqu'elle explique la nature profonde du monde de Berserk. Celui-ci se découpe en trois. Tout en bas, il y a le monde physique, celui des mortels, avec Isidro, Farnèse, Elon Musk, Shakira, la tarte aux myrtilles ou encore le Jokari. Celui-là, normalement, il devrait pas poser de problème. Juste au-dessus, il y a l'interstice entre le monde mortel et le monde astral. Guts, Casca, la maison de Flora ou le Clipforth y résident. Ils ne font véritablement partie d'aucun des deux mondes, ou plutôt font partie des deux à la fois. Le monde astral, c'est celui des rêves et des cauchemars. C'est là que siègent les créatures mythologiques, comme les elfes, les trolls, les dragons et tout le tintouin. C'est aussi là-bas que les apôtres se pètent le bide pendant les éclipses. Au top du monde astral, il y a les trucs qui font vraiment pas plaisir. Le vortex des âmes, les God Hand ou les rois élémentaires. Je sais pas trop à quoi ressemble un samedi soir là-bas, mais ça doit pas être très beau à voir. Enfin, la dernière strate s'appelle le monde idéal. Ici, c'est le bordel. Basé sur la théorie des formes de Platon, c'est la terre des concepts parfaits et immuables, qui ne sont qu'imités dans le monde matériel. On y trouve par exemple l'idée du mal que Griffith rencontre dans le chapitre oublié. J'y reviens un peu plus tard. En somme, la magie de Berserk consiste à se rendre dans le monde astral pour faire du porte-à-porte. Mais ici, pas question de vendre des cookies. À la place, on demande aux esprits élémentaires, voire aux rois sacrés si on se le sent, de filer un petit coup de pouce. Et comme elles n'ont strictement rien à faire de leur journée, ces grosses feignasses, elles finissent par accepter. Cette soft magic convient parfaitement à l'ambiance à la fois sombre et féerique de l'œuvre. En plus d'afficher la culture sans limite de Miura, elle contribue à un world building original tout en ouvrant des possibilités infinies. J'ai juste envie de dire bravo en fait. La symbolique, c'est ce qui fait passer une œuvre de pas trop dégueulasse à « Waouh, sa mère, c'est quand même vachement bien foutu cette connerie ». On en retrouve partout, pour peu qu'on sache la remarquer. Que ce soit dans le swoosh du logo Nike à 35 balles, elle stylisée de la déesse de la victoire, dans la toupie de Cobb, les oranges du parrain ou les roses d'American Beauty, ou encore dans le volume 13 de Coq de combat qui voit se dérouler l'affrontement fatidique entre deux hommes dont le seul point commun est la haine qu'ils se vouent mutuellement. Un tome sans dialogue mais qui s'apprécie comme un bon vin, puisque chaque page, chaque case est un symbole en soi. Un volume que j'ai lu il y a 15 piges mais qui m'a marqué à vie de par son intensité, sa beauté et sa fausse simplicité. Évidemment, Berserk n'est pas en reste. En plus d'aborder des thèmes nietzschéens tels que la nature humaine ou le rapport entre l'homme et le divin, le manga est bourré de symboliques, de contrastes et d'images si fortes qu'elles n'ont plus besoin de mots. Les symboles les plus évidents et récurrents restent les animaux totems de nos deux protagonistes, le loup noir pour Guts et le faucon blanc pour Griffith. Ça peut sembler un peu bateau, voire simpliste, mais que nenni, messire. Plus j'y songe et plus je me dis qu'il est quand même balèze, ce Miura, et le bougre peut pas s'empêcher de jouer avec les contrastes. Guts est un anti-héros, surtout durant les premiers tomes où c'est choquant. Il s'adoucit un peu au fil des volumes, mais il conserve cette rage qui le guide, et fait de lui le berserker que le titre nous a promis. De son côté, le loup revêt de nombreux sens. Il peut aussi bien représenter la solitude que la communauté. C'est bien connu qu'ils vivent en meute, mais savez-vous pourquoi on parle de loup solitaire ? Précisément parce que tout comme nous, les loups sont des animaux sociables par nature. C'est dans leur ADN. À un point où un spécimen qui fait bande à part devient tellement anormal qu'il crée direct une expression. Si certains parleront de noblesse, les loups incarnent aussi le mal et la sauvagerie. On parle de grands méchants loups dans Le Petit Chaperon Rouge, ou que l'homme est un loup pour l'homme. Même si cela est parfaitement injuste, sa réputation reste exécrable. Vous n'avez qu'à demander à Liam Neeson ce qu'il en pense dans The Grey. Guts est sauvage et solitaire. Faut dire qu'il a pas franchement eu une enfance facile. Mais l'est-il réellement ? Que ce soit avec la bande du Faucon ou plus tard avec Puck et Isidro, il réalise, souvent trop tard, que c'est ce qui lui convient, que la compagnie était ce qui lui manquait depuis tout ce temps. La double nature du loup l'englobe donc parfaitement, surtout une fois qu'elle entre en opposition avec le Faucon, symbole de liberté, incarné par Griffith. Le premier reste à terre, prisonnier de la gravité, tandis que le second vole aussi haut qu'il le souhaite, affranchi de toute contrainte. Un tournant du manga survient quand Griffith se réincarne. L'auteur dit littéralement qu'on se trouve à la moitié de l'œuvre, à un moment charnière. Et, pour la première fois, les couleurs de la page de fin de chapitre sont inversées. Fond blanc avec une typo noire. Classe. Si Miura nous avait déjà habitués à des masterclass visuelles, voilà Tipa qu'il se met à en faire des narratives avec la renaissance du Faucon. Seul Guts, une moitié de Casca et le lecteur savent qui est véritablement Griffith, que son aura claire, pure et éblouissante n'est qu'une façade. C'est vraiment de malaise, pour nous, les seuls à réaliser qu'une lumière aussi vive cache une ombre encore plus grande. Les seuls à savoir qui est le vrai antagoniste de l'œuvre, pendant que le monde entier s'agenouille devant lui. À commencer par le pape, censé incarner l'être le plus proche du divin, qui se prosterne autant qu'il est humainement possible, non pas devant un dieu, mais un démon. Douce ironie. Griffith en devient un personnage presque manichéen, devenu le héros des hommes,
à l'exception d'un seul, celui qui n'hésite pas à laisser parler sa rage et ses pires sentiments pour commettre 12 saloperies par chapitre. On se retrouve donc avec un anti-héros et un anti-vilain. Bordel que c'est pas clair, bordel que c'est fascinant. Et tandis que le premier est un salaud en apparence, le second, lui, passe pour un saint. Puis, avec les années et les chapitres, pendant que le faucon blanc se teint de noir, le guerrier noir, lui, se teint de blanc. Mais pour obtenir une symbolique suffisamment forte qu'elle en gerbe des pages sans qu'on ait besoin de se poser de questions, faut connaître un moment de grâce sans précédent. En général, cela n'arrive qu'une fois par œuvre, aussi grandiose soit-elle. Dans Berserk, cela survient à 2 reprises. La seconde pendant l'exploration de la psyché de Casca au volume 40. On découvre Guts version clébard qui traîne son fardeau, Casca, poupée brisée enfermée dans le cercueil du mutisme dont il faut retrouver les pièces pour la reconstituer. Le chemin est jonché d'obstacles, de monstres et de ronces. Et au-dessus d'eux, plane l'ombre d'un faucon, non pas blanc, mais noir de jet. Et la première, d'une intensité rarement égalée à travers la fiction, culmine au volume 33 et 34. En une vingtaine de chapitres, on enchaîne des moments tous plus forts les uns que les autres. L'empereur Ganishka, qui devient l'avatar de tous les maux et épouse enfin la taille de son ego démesuré, tandis qu'il détruit en foulant ce monde dont il rêvait de s'emparer. Le chevalier blanc qui vient sauver le monde sur son fidèle destrier, les apôtres et les hommes qui se battent ensemble grâce à Griffith, sacré dinguerie, le rappel éclair et terrifiant de la véritable nature du faucon maintenant, puis la fin de cette guerre, cette ère, ce monde et cet arc. Avec le début du prochain et dernier, Fantasia, une ode totale et sincère à la fantaisie. Sans oublier la création de Falconia, cité de lumière créée par l'être le plus sombre qu'il soit. Un paradis érigé par le roi des démons. Et voilà ce qu'est Berserk au final, un contraste permanent, la définition même d'un oxymore, expliqué en pages si belles, si vives et si puissantes, que chacune devient un véritable symbole. Guts a 24 ans et nous vient d'un arbre lugubre. Il est allergique aux démons, n'aime pas trop les Donovan, mais adore trancher des trucs. Il y a les anti-héros et il y a Guts, celui qui, dès le volume 3, se sert de la fille du baron Limas comme d'un bouclier humain, avant de poignarder la moitié de tête découpée de son père une bonne douzaine de fois. Puis, quand la jeune fille menace de se foutre en l'air, il l'encourage et lui fournit même le couteau. Je pense qu'on peut donc dire sans se tromper que c'est pour lui qu'a été inventé le terme de petit polisson. Alors non, Guts n'a pas été inspiré par H. Devil Dead 2 ou par Guts von Beringen, un ancien mercenaire allemand bien badass qui après avoir perdu une main s'est forgé une prothèse métallique et a hérité du surnom de main de fer. Ça semble gros et pourtant Miura a confirmé qu'il s'agissait de coïncidence, une goutte de sueur sur la tempe. Sa célèbre épée, la tueuse de dragons, est un mélange du spin-off de Gwyn Saga, Snow Queen et de Pygmalion. Avec son bras couteau suisse, c'est tout ce que Guts était au départ. Miura croyait dur comme fer, dans les concepts forts, les idées canons, les images qui parlent immédiatement au plus grand nombre. Un type de 2 mètres avec une épée encore plus imposante qui découpe tout ce qui bouge autour de lui. Que ça séduise d'emblée ou pas, c'est le genre de page qu'on n'oublie pas de sitôt. C'était tout ce qu'il avait, et tout ce qu'il nécessitait. Jusqu'au volume 3, Miura ne savait pas trop où il allait. Il souhaitait dessiner une histoire sur la colère. Puis l'idée de vengeance lui est naturellement venue, les God Hand sont apparus, et on connaît la suite. Un sage a dit un jour, au fond, nous sommes tous des crèmes brûlées. Avec le temps et les mauvaises expériences, on se forge une carapace de caramel pour protéger l'intérieur crémeux. Dans le cas de Guts, sa carapace porte un nom, l'armure du Berserker. Forgée par le nain Anar, cette armure n'est pas comme les autres, parce qu'elle plante un millier d'épines dans la chair et les os de son porteur pour le forcer à faire des pirouettes dans tous les sens comme un saltimbanque. C'est quand même dingue qu'elle apparaisse dans le volume 26, 13 ans après la publication du premier chapitre. Un power-up aussi inattendu que nécessaire, qui approfondit davantage l'univers de l'œuvre, puisque ce qui est encore plus surprenant, c'est que, fut un temps, elle appartenait au très mystérieux Skull Knight. Autoproclamé ennemi des inhumains, celui-ci pourchasse les apôtres depuis plus d'un millénaire. Son véritable nom est Gaiseric le Conquérant, en référence au roi des Vandales, responsable du pillage de Rome et, dans une certaine mesure, de la chute de l'Empire romain. Ironiquement, dans Berserk, il fonda le sien à travers tout le continent, après avoir soumis une dizaine de pays à la tête d'une armée sortie de nulle part. Une autre légende raconte qu'il érigea une gigantesque cité à la sueur de paysans fouettés et taxés à la mort, ce qui lui valut la visite de 5 anges, et l'immense ville disparut en une seule nuit. Difficile de s'assurer de la chronologie des 2 événements, mais ce qui est sûr, c'est que Gaiseric, à l'instar de Guts, eut droit à son propre sabbat où il perdit sa femme et son royaume. Par contre, lui eut affaire à une ancienne génération des God Hand. Mis à part Void, les 4 autres étaient radicalement différents. Dans le chapitre 362, on découvre les versions fucked up de Poséidon et d'Artémis, un machin vraiment choqué, sans doute par le dernier vraiment choquant.
Honnêtement, à l'instar des araignées qui, on va pas se mentir, sont un peu les apôtres de notre monde, ces choses ne devraient pas exister. Une pensée partagée par le roi squelette qui s'est sans doute chargé du boulot avec son épée Béhérite. Mais je m'égare, puisque je suis censé parler de Guts dans cette partie. Même s'il semble devenir le descendant spirituel du Skull Knight, notre héros reste tout de même un peu plus vivant et beaucoup moins cryptique. Parce qu'avec lui, c'est pas compliqué. Au jeu du fuck, marry, kill, il a déjà fait ses choix. En revanche, c'est vrai que le guerrier noir accuse quelques soucis de gestion de colère. Mais est-ce vraiment de sa faute ? Après tout, le pauvre est passé sous une cascade d'émotions. Chien errant solitaire, guerrier d'exception, protecteur acharné, loup enragé, homme éreinté. Guts est tout cela à la fois. On dit que les berserkers d'antan prenaient des drogues pour entrer dans cet état de rage. Alors, celle de Guts, c'est la douleur. Celle d'avoir été élevé sur un champ de bataille par une ordure totale. Celle d'avoir enfin gagné quelque chose d'irremplaçable pour le perdre aussitôt. Celle de n'avoir connu que solitude et trahison. Celle de ne pouvoir se contrôler. Celle de ne pouvoir se pardonner. Oui, dans le fond, Guts n'est que souffrance. Une souffrance perpétuelle, rappelée par son membre fantôme, par son œil crevé, par la semi-présence de Casca, son seul amour à présent empli de haine. Une souffrance qui l'obsède, le gangrène, le corrompt, jusqu'à le posséder entièrement, jusqu'à ce que l'homme devienne le monstre, jusqu'à ce que Guts devienne berserk. Et au final, s'il en est l'étendard, le guerrier noir n'est pas le véritable moteur du manga. Il subit, en équilibre entre action et impuissance, les affres du second et autrement plus fascinant protagoniste. Celui qui ne saurait être résumé en une seule phrase. À moins que... Je suis la tête d'affiche, pas d'ongles et des griffes, on fait pas plus riche, dans WoW je suis le roi Lich. Sur moi repose le pitch, en face t'es juste kitsch, le vrai de Saverich, tu veux pas que je switch. J'suis la bad bitch. Ouais. Comme l'ont si bien dit Megan et Cardi B, ce cul. Griffith a le cul bordé de nouilles, et il n'hésite pas à le vendre pour parvenir à ses fins. Peu de personnages sont aussi clivants que le faucon blanc. Griffith, soit on le hait, soit on le déteste. Plus j'y songe et plus je tends à penser que Griffith pourrait bien être le plus bel antagoniste de la fiction. Pas rapport à son minois, mais bien sa grandeur, son chemin, sa portée. Parce qu'au final, y a qui pour lui tenir tête ? Et me parlez pas d'Aizen ou de Madara, hein. À vrai dire, moi, j'en vois que deux. Askeladd, le fils des cendres, et Light Yagami, le fils bon, un fils, quoi. Ne vous fiez pas à sa belle gueule. Griffith n'est pas un enfant de cœur. C'est un monstre. Directement inspiré par Lady Oscar, Griffith a tout du prince charmant, mais le cœur d'un démon. Franchement, la bande du faucon aurait dû le voir venir, parce que le bonhomme ne s'en cache pas. Il affiche sans vergogne des ambitions démesurées, prend Guts entre quatre yeux pour lui dire que c'est sa chose, et si jamais cela ne suffisait pas à se dire « Tiens, est-ce que c'est vraiment une si bonne idée de suivre ce type qui a l'air un peu dégène sur les bords ?» L'une de ses premières répliques est « Ce que je désire, je l'obtiens toujours ». Le problème, c'est que le bougre n'est pas seulement calculateur et charismatique. Non, lui est carrément entouré d'une aura divine. Mise en évidence lors de son premier affrontement contre Guts, au cours duquel il réalise un move qui tient du divin, ce qui est d'ailleurs confirmé par le public en liesse qui le traite de dieu. Tiens. Et cette allusion divine le suit pendant tout l'âge d'or, que ce soit dans ses répliques, c'est moi qui déciderai où et quand tu devras mourir, dans le fait qu'il est souvent magnifié en contre-plan, enveloppé des rayons du soleil, ou dans les colombes blanches qui semblent l'accompagner partout où il va. Évidemment, le lecteur sait déjà ce qu'il va se passer, ce qui est devenu Griffith, mais cela ne fait que renforcer l'impact des scènes. Ce qui définit véritablement Griffith, c'est un rêve. Né tout en bas de l'immuable échelle sociale, l'enfant sans le sou, parfois incapable de se procurer une tranche de pain, jouait dans les allées pavées pour oublier sa faim. Mais chaque soir, alors que le soleil se couchait, il se retrouvait malgré lui attiré par le château bloquant les derniers rayons. Un jour, tout ça sera à lui. Maintenant, tout est question de savoir jusqu'où un homme est prêt à aller pour réaliser son rêve. Griffith a choisi très jeune. Pour atteindre son rêve, il partira en guerre. À la tête d'une petite bande de mercenaires, le faucon entreprit de se faire un nom dans Midland, le royaume qu'il a vu naître, le royaume en guerre depuis plus de 100 ans.
son épée taillera sa légende, car sur un champ de bataille, personne ne lui résiste. Après un autre exploit, Griffith fut adoubé par le roi. Le misérable gamin devint vicomte. Doldrey était un point névralgique de la guerre entre les Tudors et Midland, mais surtout une forteresse imprenable. Défendue par la meilleure armée de Tudor et dirigée d'une main de fer par une vieille connaissance du faucon, les plus grandes armées du royaume s'y étaient toutes cassées les dents. Mais la conquérir mettrait un terme à la guerre. Alors, quand les plus grands généraux furent à court d'idées, Griffith stipula qu'il allait s'en emparer. Et il le ferait seul. Une fois que ce fut chose faite, le faucon devint le sauveur de Midland et fut promu général des armées. Jamais un roturier ne s'était élevé à un rang aussi prestigieux, et ce n'était que le début. Ses plans s'enchaînaient et se déroulaient parfaitement. Aucune fausse note dans sa composition. Mais le départ précipité de Guts le plongea dans la tourmente et lui fit commettre la seule erreur de sa vie. Après un petit passage à vide et un relooking osé, Griffith renaquit. La véritable conquête débuta. Il défie empereurs, monstres et créatures de légende. Érigea sa cité de lumière. Jusqu'à s'asseoir sur le trône de ce monde, jusqu'à devenir celui qu'il rêvait d'être. Jusqu'à réaliser son rêve grandiose. Et vous, c'est quoi votre rêve ? Si on devait résumer Berserk à un seul moment, ce serait probablement l'éclipse. Avant de rentrer dans l'âge d'or, on sait déjà grosso merdo ce qui va se passer. Et faire un flashback qui repose sur un twist final dont on connaît déjà l'issue, ça demande une sacrée confiance dans son storytelling. La tension monte crescendo au cours de l'arc. Quand la joyeuse troupe descend dans les oubliettes de la plus vieille tour de la capitale, Casca laisse échapper sa torche et dévoile les vestiges d'un empire oublié, sur lesquels repose une montagne de corps portant la marque du sacrifice. Après tous ces volumes, cette piqûre de rappel prend aux tripes. On se remémore que Griffith doit fusionner avec un corbeau à un moment, et vu l'état actuel du bougre, comme il ne saurait tenir 2 tomes de plus, cela ne devrait plus tarder. Une fois libéré, notre prince plus trop charmant tente d'étrangler Guts qui prend ça pour un câlin. Oh, que c'est fucked up. Puis, il se fait trimballer comme un gigot dans une charrette avant de tenter d'en finir parce que franchement, à quoi bon ? Enfin, au terme d'un arc très sobre et réaliste, on renoue légèrement avec la fantaisie promise avant de plonger dedans la tête la première pour un final qui en aura marqué plus d'un. Ironiquement, le manga connut une énorme chute de popularité au Japon à ce moment, à un point où Miura et son éditeur, inquiets de voir la série stopper, se demandèrent s'il ne fallait pas rebrousser chemin. Les deux eurent ce moment délicat du « on a peut-être fait une boulette là ». Mais l'un comme l'autre savait que c'était trop tard à présent. Du coup, comme on dit au pays du soleil levant, Tchala, Inch'Allah. Quitte à y aller, on y va franco. Et c'est une boucherie. Les personnages auxquels on a eu le temps de s'attacher pendant 11 volumes y passent les uns après les autres. Ce sont les apôtres des premiers tomes qui s'en chargent. Le baron Limas prend Pipin pour une papillote, tandis que la succube que Guts explose sur les premières planches envoûte Carcus, le type que personne n'a jamais aimé. Diudo, quant à lui, se fait fouetter à mort par un truc. Et Casca, on va même pas en parler. L'important, c'est que Guts n'est pas content. C'est que Griffith, lui, est refait.
c'est que Miura, insatisfait des flashbacks trop courts pour s'investir émotionnellement, soit allé jusqu'au bout de ses idées malgré la pression populaire, et sacrifié les 3/4 de ses personnages développés sur plus de 5 ans, tout en décidant d'épargner Casca pour qu'elle rappelle en permanence les horreurs de l'éclipse à son héros, pour que celui-ci ne soit jamais capable d'oublier, pour que sa rage demeure intacte. Les plus attentifs d'entre vous l'auront remarqué, la transition entre le chapitre 82 et 83 de Berserk n'est pas franchement d'une fluidité sans faille. Un coup on voit Griffith en pleine transformation qui rencontre une drôle de créature qui se prend pour Dieu. Ouais, rien que ça. Et puis ça revient direct sur Guts qui tranche des apôtres comme si de rien n'était. Et on n'en entend plus jamais parler de ce dieu, incarné sur une planche magnifique dans un moment fascinant. C'est parce qu'entre les deux figure le chapitre oublié, un chapitre en interstice entre le monde physique et astral, un chapitre dessiné il y a fort longtemps, un chapitre supprimé à jamais. S'il sortit bel et bien dans le Young Animal, le magazine prépubliant chaque chapitre de Berserk avant une sortie en tome relié, Miura décida de le retirer, parce que, et je cite, « Waouh, Fada, j'étais arraché quand je l'ai dessiné celui-là !» Plus sérieusement, il a jugé que ces 20 pages révélaient trop d'informations sur son monde, que l'apparition de Dieu dans son manga déterminait sa portée et pouvait limiter la liberté de développement du futur de l'histoire. Ouais, rien que ça. Ce qui prouve quand même le niveau de réflexion quasiment métaphysique d'un auteur pas comme les autres. Le chapitre 83 dévoile une entité du monde idéal, la seule qu'on connaisse à vrai dire. L'idée du mal. Sorte de cœur gigantesque recouvert d'yeux, ces valves expulsent une substance gazeuse et 2 d'entre elles s'étendent en dessous sous la forme d'une double hélice, similaire à la structure de notre ADN. Plongée dans un océan de sentiments perpétuels, cette chose explique que tous les êtres humains possèdent une conscience collective, enfouie au plus profond de leur âme qui dépasse leur individualité, et qu'elle est née de leurs pensées malveillantes, qu'elle est ce monde, les ténèbres qui vivent dans chaque cœur, qu'elle est l'idée du mal, qu'elle est Dieu. Créée par les hommes pour répondre à la cause de leur malheur, c'est maintenant elle qui tisse leur destinée. C'est donc elle qui a créé le chemin emprunté par Griffith, elle qui l'a fait rencontrer Guts, elle qui lui a remis la béhérite rouge. Et quand Griffith, en passe de devenir l'archange Femto, demande ce qu'elle attend de lui, l'idée du mal lui répond une chose et une seule. Fais comme tu le désires. Mais maintenant, laissez-moi vous révéler le plus grand secret de tout Berserk, puisque le point le plus important du chapitre, l'élément crucial, incompris par la totalité des lecteurs, et qui demeure pourtant la véritable raison de la suppression de ce passage, c'est que... Ah, j'ai oublié. L'arme de Rosée est le dernier chapitre ancré par Kentaro Miura. Il constitue sans l'ombre d'un doute le moment le plus paisible de tout le manga. Aucune violence pour ces ultimes pages, mais de la légèreté, de la sérénité et de l'amour, à n'en plus reconnaître l'œuvre. Casca, avec son fils dans ses bras, est réveillé par un doux rayon de soleil. Toute la troupe partage un pique-nique après s'être amusée dans la rivière, et je n'aurais pas cru voir un jour Papa Guts jouer avec l'enfant du clair de lune comme un père avec son fils. Et n'est-ce pas là une fin parfaite au final? La beauté de ce contraste est saisissante. Personnellement, j'aurais trouvé cette fin satisfaisante. Bien sûr, penser qu'on pourrait finir sur un simple contraste était à la fois méconnaître et sous-estimer Miura. Non, on va plutôt conclure, malgré lui, sur l'un des plus gros cliffhangers de la fiction, un twist que personne n'a pu voir venir. Sous les regards estomaqués de Guts et Casca, ceux qu'on prenait pour les parents du garçon au clair de lune, les cheveux ébènes de ce dernier s'ondulent et se teignent de blanc. Son corps grandit, et quand il se retourne, Griffith apparaît. Et cette douce chaleur, apportée par le garçon pendant tout le chapitre, disparaît sur le champ, dans une seule larme versée par le plus bel antagoniste qu'il soit, aussi vite que s'évapore la rosée du matin. J'ai envie de chialer. Pour la beauté des pages, de l'écriture et du talent de Miura, pour cette terrible perte dont on ne se remettra pas, mais aussi parce que son œuvre ne se sera pas arrêtée sur cette excellence. C'était autrement plus beau de laisser cette incroyable saga en suspension dans le temps, de sacraliser davantage ce pan de culture bâti par un seul homme, de laisser flotter une œuvre somptueuse jusqu'à la fin des temps. Peut-être, juste peut-être, est-ce comme cela qu'on atteint la perfection? Beaucoup me traiteront de fou, que ça ne peut pas se finir comme ça, maintenant, qu'on n'a pas résolu la trame principale, qu'on nous a promis un affrontement prophétique, que la machination de Griffith se doit d'être stoppée, que la colère du berserker ne saurait mourir. J'aime à penser que c'est aussi bien comme ça, et même mieux. Les fans au cœur brisé pourront se consoler, bien des années plus tard, une fois leur deuil accompli, en se demandant, peut-être par une nuit de pleine lune, comment est-ce que l'histoire aurait dû se finir? Et si dans 5, 10 ou 20 ans, une seule personne se pose la question, alors, l'œuvre qu'on nomme Berserk sera devenue éternelle.
et son auteur, Kentaro Miura, immortel. Ouah, et bah va enchaîner après ça, hein. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais j'ai beau me triturer la tête. Après la fin poétique de cette partie, je vois vraiment pas, mais alors vraiment pas comment je pourrais continuer. Dans la vie, il n'y a pas de secret. Pour s'élever parmi les 8 milliards d'âmes peuplant notre planète, pour se faire un nom, connu par beaucoup et reconnu par tous, pour devenir quelqu'un du calibre de Mozart ou Miura, il n'y a pas 3000 chemins. En fait, il n'y en a qu'un. J'ai coutume de dire que le talent n'existe pas. Il n'y a que le travail. Les personnes illustres ne naissent pas comme telles. Elles ne viennent pas au monde avec une destinée spéciale, un deuxième cœur ou un troisième hémisphère. Mais toutes partagent une qualité. Un trait qui les scinde des gens ordinaires. Elles n'abandonnent jamais leurs rêves. D'aussi loin qu'ils se souviennent, Kentaro était assis au fond de sa classe, à gribouiller. Dans son cahier de notes, il n'y avait que des dessins. Dans sa tête, un seul objectif. Devenir mangaka. 2 mots, un rêve et une vie de travail. À 10 ans, Kentaro dessine son tout premier manga, Muranger. En tout, il publiera 40 volumes dans son école primaire à l'intention de ses camarades de classe, ravis de suivre l'histoire d'un super-héros maison. Au lycée, il s'inscrit dans un programme d'études artistiques et y fait la rencontre de nombreux aspirants mangaka qui deviendront à la fois amis, rivaux et inspiration. Chacun a donné ses traits et une partie de son caractère au commandant de la bande du Faucon. Mais pour Griffith, il fallait quelqu'un de très spécial, quelqu'un d'unique. Koji Mori. Bâti comme Guts, il agissait en tant que leader du groupe. Il partageait des ressemblances avec Griffith en termes d'habileté, et lui aussi possédait cette aura quasi divine. Il sortait, buvait et se battait chaque soir, puis retournait chez Miura pour dessiner des mangas avant de partir à son mi-temps sans dormir. Il était incroyable. Une fois à l'université, Koji a abandonné son rêve de devenir mangaka pour réaliser des choses qui rendraient ses amis jaloux. Coucher avec une centaine de filles, trouver un job dans une entreprise de premier plan. Peu importe ses chances, il y parvenait à chaque fois, comme par miracle. Puis, encore dans sa vingtaine, Koji est devenu illustrateur pour une boîte prestigieuse et a commencé à gagner plusieurs centaines de milliers d'euros par an. La vie lui souriait, tout lui réussissait. Alors, pour ne pas se laisser distancer, Miura donnait absolument tout pour son manga. Comme il craignait de ne pas avoir assez de vécu pour raconter une histoire intéressante, il s'abreuvait de celle des autres. Chaque film, chaque roman, chaque manga le nourrissait petit à petit pendant que sa main traçait, déliait et ancrait jour après jour, nuit après nuit. Il voulait plus que tout le rattraper, l'égaler, pour qu'il puisse continuer à s'asseoir à la même table et se regarder droit dans les yeux. Koji était Griffith et Miura, Guts. Évidemment, le seul à ne pas réaliser le génie de Miura, c'était lui-même. Je ne me considère pas comme quelqu'un de spécial, je pense plutôt être une personne ordinaire. Pourtant, à 18 ans, Kentaro devint l'assistant de Morikawa, l'auteur de Hajime no Ippo. Il tint 3 jours avant de se faire envoyer aussi sec. Il était trop bon, meilleur que le maître à vrai dire. Ce qui déprima Morikawa est comme celui-ci n'avait rien à lui apprendre, il encouragea Miura à se lancer pour raconter l'histoire de ce guerrier noir qui apparaissait à maintes reprises dans ses croquis. Bien des années plus tard, Miura apprit que la violence de Koji provenait d'une intense jalousie. Abasourdi par les planches de son ami, Koji, voyant son rêve s'éloigner, se battait pour l'oublier. Finalement, Koji était bien Guts, et Miura, Griffith. Et comme le dirait ce dernier, on n'échappe pas à son rêve. Peu importe la personne, son rang ou son histoire, tout le monde a un rêve au moins une fois au cours de son existence. Ce rêve les soutient, les fait avancer, souffrir, et insuffle une nouvelle vie en eux. Et il les tue. Même longtemps après l'avoir abandonné, il reste présent, tapi dans leur cœur. Aussi, Mori quitta son job en or pour se relancer dans la bataille. Incapable d'oublier ses rêves de manga, maintenant ce serait à lui de poursuivre Kentaro Miura, devenu l'illustre auteur de Berserk. Et à 34 ans, à force d'acharnement, il y parvint enfin en publiant le très bon Holy Land dans le même magazine que son meilleur ami. Le seul à n'avoir jamais douté de lui, le seul à l'avoir toujours encouragé. Quand Mori lui-même avait définitivement tiré un trait sur son ambition, Miura, lui, savait que tôt ou tard, il reviendrait. Il n'avait pas passé toutes ses nuits à dessiner pour rien. Même quand Mori avait abandonné, Miura, lui, savait. Comme il le répétait si souvent, il ne formait qu'un. Inséparable depuis le collège. Puis, 20 ans plus tard, alors au sommet de son art, Kentaro Miura s'éteignit. Bien sûr,
Avis spécial, mort spéciale. La dissection aortique est une maladie rare avec une prévalence de 0,05%. On compte 3 cas pour 100 000 personnes. Beaucoup eurent du mal à le croire. Certains refusèrent de l'accepter. Internet rentra en deuil. De nombreux mangaka et artistes lui rendirent hommage les uns après les autres. Tous les grands médias de ce monde, sans une seule exception, mirent leurs plus belles plumes pour un dernier article. Et Koji, le cœur brisé, fit la seule chose qu'il pouvait. Il dessina. Leur rencontre, leur histoire, ses adieux. Et, pendant un instant, le monde s'arrêta de tourner. Le roi venait de mourir, comme il l'avait lui-même prévu. Quand j'aurai fini Berserk, je serai occupé à reprendre des forces. Puis, une fois requinqué, je continuerai de plus belle pour une autre histoire. Après tout, c'est la destinée des mangaka que de mourir sur leur table de dessin. Alors, au final, comment juge-t-on une œuvre? Au nombre de copies vendues? Au nombre de langues vers lesquelles elle est traduite? Aux hommages et références présentes dans d'autres médias? La vérité, c'est qu'on ne peut juger une œuvre qu'à l'impact qu'elle a eu sur nous. Plus que la violence, la vengeance, la misère ou la haine, Berserk est une leçon de persévérance. Celle apprise, puis délivrée par Kentaro Miura, un homme parti à la conquête d'un rêve inaccessible. Et rien ne le retranscrit mieux que ses propres mots, exprimés à travers les pensées de Guts à la fin du volume 8, juste après qu'il se sépare de Griffith et de la bande. Tout va bien. Ce n'était rien. Rien du tout. Comme un caillou que l'on fait rouler sur le bord du chemin. Ce que tu veux atteindre est bien plus grand, bien plus loin. Alors tout va bien. Tu te redresses et tu commences à marcher. Tout de suite. Il est maintenant temps de te reposer, Miura. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que tu l'as bien mérité. Puisque, n'en déplaise à Koji, Miura n'a jamais connu de rival. Puisque Berserk a toujours été un chef-d'œuvre sans égal.
Et vous? C'est quoi votre rêve? Si c'est que je fasse une vidéo sur un sujet qui vous tient à cœur, réjouissez-vous, car pour la prochaine, vous choisissez. Manga, animé, séries, films, jeux vidéo, Lakacorp, physique quantique, pourquoi le poulet est le plus bel animal au monde, la limite, et, comme toujours, votre imagination. Le commentaire avec le plus de likes l'emporte. Tchuss!